Bonjour à tout le monde et bienvenue dans notre club innovation sur la réalité virtuelle et augmentée dans l'artisanat. Je m'appelle Anne Magérus, vous me connaissez déjà, je crois. Je travaille pour la Chambre des métiers et ce soir, nous avons préparé ce webinaire ensemble avec Lux Innovation et le Enterprise Europe Network. Bon, avant de commencer, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, quelle est la différence entre les deux? Parce qu'il y en a une. Donc, la réalité augmentée, c'est d'ajouter une image numérique dans l'environnement réel, un peu comme le monsieur que vous voyez sur cette image. La réalité virtuelle, c'est s'immerger complètement dans un monde virtuel et voilà, vivre dans ce monde, ou bah, pas vivre, mais expériencer ce monde virtuel. Les deux, on les fait d'habitude en utilisant un casque. Pourquoi est-ce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont intéressants pour nous en tant qu'entreprise artisanale? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre quotidien? Bah, je dirais qu'il y a deux grands, je trouve pas le mot, deux grands environnements dans lesquels on peut l'utiliser. Une fois avec les clients, donc aussi bien pour la planification d'un projet, pour la prise de décision du client et de l'entreprise, et pour les réparations qu'on peut faire sur place. On peut aussi l'utiliser avec ses propres équipes, encore une fois, pour la planification, mais aussi pour préparer le personnel de terrain et pour l'apprentissage virtuel de vos équipes. Mais c'est pas à moi de vous raconter tout ça. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant si y a des gens qui utilisent déjà la réalité virtuelle et augmentée qui peuvent vous faire un retour d'expérience. Ce soir, on a 3 speakers. Le premier, ce sera Mathieu Brachetti de Virtual Rangers, qui vous parlera de la réalité virtuelle et augmentée au-delà du simple gadget comme on le connaît aujourd'hui. Il y aura le docteur Pierre Orlewski de Goodyear, qui vous parlera du RealWear Headset, une solution simple et pratique pour le mentoring à distance. Et David Duquesne de Imo Visio 3D, qui vous fera découvrir un peu autrement la visite virtuelle 3D en haute définition. Avant que nous allons commencer, il y a Claude Hostart de Lux Innovation qui va vous expliquer un peu le logiciel qu'on utilise ce soir. Oui, merci Anne. Oui, bonjour. Donc Claude Hostart, je fais partie de l'équipe PME de Lux Innovation. Donc rapidement, comment fonctionne la plateforme? Vous voyez sur votre droite, il y a 2 onglets. Il y a l'onglet chat et l'onglet questions. Donc bon, c'est assez simple. Dans le chat, vous pouvez dire bonjour aux gens, échanger vos idées, des remarques. Et puis dans l'onglet questions, bien sûr, posez s'il vous plaît vos questions aux intervenants. On espère que vous allez être interactif. Je sais que Mathieu Brachetti a présenté pour nous une présentation un peu interactive avec des codes QR et je ne sais pas quoi, donc ça va être un peu la surprise. Profitez-en. C'est important d'échanger aussi avec les experts qu'on a là, hein, et pas seulement qu'ils vous présentent leurs connaissances. Donc profitez-en de poser vos questions. Et bon, si vous êtes très timide, bon, sachez que il y a bien sûr aussi la possibilité de les contacter après le webinaire. D'ailleurs, le webinaire il est enregistré, donc vous pourrez le revisionner après, et aussi les présentations, on va les partager avec vous, et comme ça vous avez aussi les contacts. Mais bon, on espère quand même avoir un petit échange pendant cette petite heure avec tout le monde. C'est tout de mon côté. Donc, bah voilà, Mathieu, je vous prie de mettre en place votre présentation et puis on go. Voilà, déjà, même pas eu besoin de le faire. Très bien, merci Anne, merci Claude pour cette introduction. Pour me présenter, je m'appelle Mathieu Brachetti. J'ai fondé la société Virtual Rangers en 2017 maintenant, spécialisée en réalité virtuelle et réalité augmentée. Le but d'aujourd'hui, ça va être un peu dédramatiser, d'expliquer le plus simplement possible, et je vais essayer de mon mieux de vous expliquer le plus simplement possible la réalité virtuelle et la réalité augmentée par des cas concrets qui ont été réellement créés, réalisés et délivrés au Luxembourg et même certains à l'international. Comme l'a dit Claude, il y a une partie un petit peu interactive, donc on va voir si vous êtes réactif dans le webinaire. Et je vais tout de suite commencer par vous poser une question. Alors ceux qui me connaissent, j'ai déjà vu qu'il y en a quelques-uns, on se connaît déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas,
on va commencer par une petite question. Je vais vous demander ce que vous voyez à l'écran. Alors, si vous êtes timide et que vous n'osez pas parler, mettez-le dans le chat. Mais là, je vais simplement vous demander de me dire ce que vous voyez à l'écran. Si tout le monde a accès au chat. Ça, ça a été rapide. C'est pas un lion, c'est pas un lion. L'avantage de cette petite partie au début, ça me laisse toujours le temps de boire un petit peu. Un monochrome Whiteman taché, oui, il y a de l'idée. Alors oui, effectivement, c'est des tâches, mais ces tâches représentent quelque chose. Je vous laisse encore quelques petites secondes et après je commencerai à vous donner des réponses. N'hésitez pas à participer, hein, c'est le but. Surtout après, hein, si vous avez des questions. Thierry, on a un start-up. Un cheval, voilà, on y arrive. On est parti sur le monde animalier au début. Le lion, c'est bien. Le cheval, il y a effectivement un cheval. Et si vous avez trouvé le cheval, je vous montrerai la réponse juste après. Il y a quelque chose sur le cheval. Et vous comprendrez toute la transition vers une carte du monde en pièces détachées. Voilà, un cheval avec un cow-boy, exactement. Non, je vois rien. Claude, il voit rien. C'est pas grave. Je vous montre ça. En fait, si on enlève les taches qu'il y avait autour, on voit un cow-boy sur un cheval. J'espère que vous le voyez tous. Alors d'habitude, on le fait en live sur un grand écran. Là, vous le voyez peut-être pas comme il faut sur votre écran. Mais pourquoi je vous montre ça? Parce que maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Du moment que vous avez vu le cow-boy avec le cheval, vous pouvez tourner la tête, regarder à droite, à gauche, fermer les yeux, le rouvrir. Vous ne verrez plus que ça. Et pourquoi on a... Mathieu, c'est pas un cheval, merci Thierry. Et pourquoi on a commencé par ça? Parce qu'en fait, si votre esprit arrive à être trompé rien qu'avec des petites taches noires sur un écran blanc, imaginez ce que ça va être en réalité virtuelle avec un casque où vous êtes immergé, où il y a des couleurs, des animations, des personnages, des bruitages, etc. Donc l'immersion est beaucoup plus poussée et on arrive à vous faire complètement déconnecter de la réalité. Donc pour continuer un petit peu dans les exercices, j'ai promis qu'on essaierait de le faire le plus vivant possible. J'aimerais, alors si vous voyez tous, il y a un petit QR code en bas de l'écran. J'aimerais que tout ce que vous essayez avec votre téléphone, il n'y a pas besoin de télécharger une app. Il va se passer quelque chose une fois que vous scannez ce QR code. Et dès que vous le faites, dites-moi un petit peu ce que vous venez de vivre. À nouveau, ça me laisse encore le temps de boire, c'est bien. Tout le monde arrive à scanner le QR code? Sur iPhone, si vous voulez aller plus vite, vous prenez directement la caméra de votre téléphone. Site des Virtual Rangers. Alors oui, il faut cliquer. Alors si vous cliquez sur la fiche, vous pouvez. Ah bah, Anne, bravo. T'es la première déjà à avoir vu. Donc en scannant le QR code, vous pouvez voir justement un rover lunaire, même sur un sol lunaire. C'est un peu la particularité. Si vous voyez déjà dans des liens, il y a le Fonds national de la recherche. Je vais en parler juste après de ce projet-là. Mais voilà, scannez le QR code, cliquez sur expérience. C'est très simple. Ça va ouvrir le navigateur et ça va vous ouvrir une expérience en réalité augmentée d'une simplicité déconcertante. Si vous avez des petites questions, un rover sur mon bureau. Voilà, exactement. C'est ce qu'on voulait voir. Merci, Josiane. Ok, je vais continuer la présentation. Donc pour vous dire, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'était un petit peu compliqué de se dire dans quel domaine d'activité on peut aller, parce qu'au final, il y a beaucoup de domaines où on peut appliquer cette technologie. Et on a focalisé, dès la création de Virtual Rangers, sur 4 piliers très forts, qui sont la partie training, la partie expérience, la partie musée, culture, et la partie building. Sur la partie... Alors, pour être transparent avec vous, quand on a une startup qui vient de démarrer, c'est un peu compliqué de démarrer sur la partie training. Donc, on n'a pas démarré sur ce pilier directement, parce que manque de référence oblige, mais on a travaillé sur des expériences. Donc, les expériences, c'était de créer des expériences en réalité virtuelle ou réalité augmentée, les plus immersives et les plus fun et ludiques possibles. Donc, c'est ce qui nous a permis d'être sur pas mal de salons au début de notre création et de faire connaître la réalité virtuelle et surtout la puissance de la réalité virtuelle. Et c'est ce qui nous a rapidement amené sur la partie training, qu'on va aborder juste après. Partie culture, on va aussi voir des exemples concrets dans chacune de ces thématiques. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en cours de route.
Donc Anne, tu as très bien introduit la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est quoi? C'est très simple, c'est mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête et d'être complètement coupé du monde et d'être dans son monde virtuel et de vivre une expérience. Il y a plusieurs casques qui existent sur le marché. Alors, je ne sais pas si les casques que je vais vous montrer vous sont familiers, mais pour vous les catégoriser, les casques du haut, donc en commençant par la gauche, on a le casque de PlayStation qu'on branche à une console, à une simple console. On a le casque Oculus Rift S qui permet d'être branché à un ordinateur. Et tout ce qui est HTC Vive. C'est des casques qu'on a pu voir sur beaucoup de salons. Ça coûte bon, sans parler du PlayStation, mais en moyenne, on va être entre 600 à 700 euros. Le casque, attention, il ne faut surtout pas oublier que derrière un casque, il y a un ordinateur qui est branché. Et un ordinateur, ben voilà, il faut quand même un ordinateur qui est assez costaud, qui va être, on va se situer entre 2 et 3 000 euros par ordinateur. Ce qui nous mène à un autre type de casques qui sont pour eux beaucoup plus autonomes, qui ne sont pas reliés à des ordinateurs, qui sont des casques type Oculus ou Pico, comme on peut le voir, c'est deux concurrents. Et ces casques ont la grande fonctionnalité d'être parfaitement autonomes. Donc, c'est-à-dire pas besoin d'ordinateur, pas besoin de solution externe ni de capteur externe. Tout est intégré dans le casque. C'est ce qui en fait une vraie révolution. Par contre, il y a évidemment, vous vous doutez bien, des contraintes. Niveau graphique on ne pourra jamais atteindre le rendu d'un PC. Pour vous parler quelques projets concrets, voici un premier projet. Alors, le ministère de l'économie et Lux Innovation a fait un appel pour apprendre à trouver des solutions pour aider la situation Covid. Et de par notre expertise dans le domaine de la formation, on a imaginé une solution pour former au mieux le personnel soignant à lutter contre une situation Covid, c'est-à-dire plonger l'utilisateur dans une situation concrète, réaliste du quotidien, apprendre à s'équiper correctement avant de rentrer dans une zone Covid, apprendre à se déséquiper aussi, parce que les procédures ne sont pas exactement les mêmes, et également pouvoir faire un triage de patients. Parce que si vous vous rappelez bien, à l'époque, au tout début de la pandémie, les hôpitaux étaient très très vite saturés par ce phénomène de triage qui était compliqué à simuler et auquel on n'était pas préparé. Et l'idée, c'est vraiment de se plonger dans ces situations et de s'entraîner, de répéter les gestuels afin d'être le mieux préparé le jour où ça va se reproduire dans la vraie vie. Je ne l'appelle pas Covid Simulator parce que le Covid, on l'espère tous et c'est bientôt une histoire ancienne. Mais par contre, l'idée, c'est de vraiment pouvoir l'adapter à n'importe quel type de pandémie mondiale, et de savoir comment se former au mieux à ce type de situation. Autre projet en réalité virtuelle, donc là je vais vous montrer quelques exemples en réalité virtuelle, notamment au Musée des Mines. Musée des Mines à Rumelange, avec qui on a fait une grosse partie de la digitalisation de la future expérience, où là, quand vous allez au Musée des Mines, vous allez découvrir une expérience en réalité virtuelle. Donc, c'est-à-dire que je mets mon casque, je vais me retrouver dans une galerie d'époque. Alors, petit indice, les galeries d'époque étaient beaucoup plus petites parce qu'on les fait à la main, non, avec des machines. Les galeries sont plus étroites, plus rétrécies. En fait, on va progresser dans ces galeries et on va voir des mineurs en train de travailler avec des outils d'époque. Et voilà. Avec des outils d'époque, on va entendre les mineurs dialoguer entre eux, parce qu'à l'époque, ils avaient un dialecte un peu particulier. On va voir des explosions, on va voir des gens en train de pousser des chariots. On va vraiment faire un bond de 100 ans dans le passé et de vraiment revivre une expérience de mineur dans le passé, grâce à la réalité virtuelle, donc complètement découpée du monde. Dans le domaine de la formation, c'est un très très beau projet que nous avons fait avec le CHL sur une question assez simple: comment peut-on simuler au mieux un incendie? Et surtout voir si, en cas d'incendie, les procédures sont parfaitement respectées ou pas. Pour vous donner un petit exemple, alors je ne parle pas du CHL, mais sur d'autres exemples concrets dans le domaine de l'incendie, on a pu se rendre compte que souvent, les exercices qui vont être faits, ça va être on va aller sur des simulations dans la cour, on va mettre déclencher un incendie, et puis surtout voir comment les gens vont réagir, s'ils ont les bons accessoires, s'ils prennent les bons extincteurs, etc. Souvent, il y a une partie un peu ludique, un peu fun, et un peu détendue, et on n'arrivera jamais à recréer, et heureusement, on n'arrivera jamais à recréer en vrai
la situation d'incendie pour mettre le même stress. Par contre, avec le CHL nous a demandé vraiment de jouer carte blanche et de pouvoir mettre un stress incroyable lors de cette simulation. Et donc, en fait, vous mettez votre casque de réalité virtuelle, vous êtes dans des actions du quotidien. On a recréé des services bien spécifiques. Là, en l'occurrence, là, c'est le service de soins intensifs. Vous êtes en train de faire vos actions du quotidien et autour de vous, un incendie va se déclencher. On ne sait pas pour quelle raison. Par contre, il faut trouver il faut avoir les bonnes réactions et pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Sinon, vous risquez de mettre l'incendie dans tout l'hôpital. Et petite information, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on a découvert lorsqu'on a imaginé le projet. Quand vous déclenchez, lorsqu'il y a un incendie dans un hôpital, il n'y a pas une alarme qui va sonner comme dans tout autre bâtiment, parce que ça veut dire que les patients pourraient paniquer, et ceux qui ont les jambes cassées pourraient courir dans tous les sens. Donc ça pourrait être vraiment compliqué. Donc c'est des alarmes silencieuses. Donc ça veut dire que tout le personnel doit connaître les procédures telle une chorégraphie. Et donc, c'était très important de pouvoir le simuler en virtuel et de voir si en situation de stress, on est capable d'avoir les mêmes gestions du risque. Encore un projet en réalité virtuelle. Je vous en montrerai 3 à 4 à chaque fois, mais c'est vraiment pour insister sur le fait que ce n'est pas un gadget, mais ça devient réel. Magnifique projet qu'on est en train de mener avec le centre hospitalier et la fondation André et Henriette Loche, qui consiste à recréer un petit personnage Rudy. Rudy, alors vous l'avez peut-être vu récemment dans les journaux, il a quelques petites activités, mais ce petit personnage, il va vous aider à partir à l'aventure en réalité virtuelle, mais pour avoir une action qui est tout à fait particulière, qui est pour vous désensibiliser, ou du moins essayer de vous réduire la douleur lors de vos traitements. Et tout simplement, Rudy va venir, il va vous mettre un bracelet d'immunité. Et pendant qu'il va vous mettre ce bracelet d'immunité, il va y avoir des actions, il va y avoir de l'énergie qui va arriver sur ce bracelet, etc. Et c'est en fait tout le principe de l'expérience, c'est de synchroniser les faits et gestes médicaux qui se passent autour de vous avec une expérience virtuelle. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose va se passer en même temps, de façon synchronisée dans l'expérience. Et c'est pour réduire l'appréhension, la douleur et l'angoisse aussi lors de traitement. Alors, le projet est encore en test. Toute une batterie de tests est en train d'être réalisée actuellement d'ailleurs au CHL. Les résultats, alors les premières approches sont plutôt très très satisfaisantes, mais il y aura un communiqué officiel qui sera déployé dans quelques semaines maintenant. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie réalité augmentée. Je vous ai montré un différent panel de projets qui peuvent être réalisés en réalité virtuelle. Maintenant, en réalité augmentée, c'est une autre technologie. Donc, quand je dis réalité virtuelle, je mets un casque sur la tête, je suis dans mon monde. La réalité augmentée, c'est une autre technologie tout à fait différente, mais au final très similaire du point de vue développement. Je vais tout simplement scanner. Donc, avec la caméra de mon téléphone, je vais pouvoir déverrouiller la caméra de mon téléphone et superposer des informations dans la vraie vie. Si je fais le tour des différents accessoires qui existent sur le marché, on peut voir la réalité augmentée, on peut le faire avec des téléphones, des smartphones, des tablettes, via la caméra. On peut le faire avec des casques comme le HoloLens, qui sont des casques. Alors, il y a le 1 et le 2. Maintenant, le 2 est déjà pas mal utilisé. Il y a d'autres casques, alors, dans le domaine industriel, qui étaient très intéressants, extrêmement prometteurs, qui étaient les casques d'Acry, qui coûtaient, alors, bon, je ne verrai pas vos réactions de visage parce que je ne vois pas vos caméras, mais un casque coûtait 26 000 $. Juste le casque. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contenu encore qui est créé à l'intérieur. Donc, c'était extrêmement onéreux. Il y a eu un problème de phasage avec le marché. Maintenant, la société n'existe plus. Par contre, j'attire votre attention sur des lunettes qui vont arriver très, très bientôt sur le marché, qui sont lancées par Apple et Google. Vous vous souvenez, les Google Glass en 2011. Tout le monde a dit ça fait un flop, etc. C'était, de notre avis, du point de vue professionnel dans le domaine de la réalité augmentée, on pense tout simplement que c'était une simple avance sur le marché et sonder un petit peu le marché et voir comment le marché réagissait en fonction. Je vais aller très très vite parce que je vois que le temps passe aussi rapidement. Mais au niveau de la réalité augmentée, pareil, on a vu le musée des mines tout à l'heure. Dans le musée des mines, vous allez avoir aussi des expériences en réalité augmentée. C'est-à-dire qu'avec une tablette ou avec votre téléphone, vous allez scanner, voir des silhouettes de personnages dans la galerie. Et quand vous allez scanner, les personnages, ils vont reprendre vie et ils vont venir vous parler. Ils vont dire, voilà, je travaille dans la mine, mon métier, c'est de faire ça, ça, ça. Et on va, en fait, grâce à de la réalité augmentée, donc superposer sur un environnement existant,
on va recréer des scènes qui n'existent plus. On va faire revenir des chevaux avec des calèches dans la mine, on va faire venir des vieilles locomotives, on va voir des mineurs en train de travailler pour leur pause, etc. Des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. On peut le faire grâce à la réalité augmentée. Alors ce projet-là, il nous tient particulièrement à cœur, et personnellement à cœur parce que j'adore les motos, mais en plus ça a été une très belle opportunité de pouvoir avoir un premier projet à l'international qui était avec Ducati. En fait, Ducati avait une problématique, c'était pendant cette période Covid, il fallait pouvoir présenter un modèle, un modèle qui en l'occurrence la nouvelle, pour les connaisseurs, la nouvelle Ducati Monster. Et la problématique, c'était en période Covid, comment est-ce que j'arrive à présenter un modèle si les showrooms sont fermés, etc. Donc, ils nous ont demandé de pouvoir travailler avec des hologrammes. Alors, l'hologramme, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Je vous le dis tout de suite, l'hologramme n'existe pas encore. Alors, c'est bien en laboratoire, c'est bien en prototypage, ça coûte souvent une fortune. Et puis, les cas d'usage, ils sont assez simples, c'est un peu compliqué. Alors que, on a proposé une alternative avant l'hologramme, qui est la réalité augmentée, c'est-à-dire grâce à la réalité augmentée, je peux faire apparaître. Alors certains ont fait apparaître un rover sur leur bureau. Là, dans l'occurrence, vous pouvez très bien faire apparaître une Ducati dans votre salon ou dans votre garage, dans votre jardin, n'importe où, pouvoir tourner autour, changer les couleurs, la configurer, etc. C'est vraiment à l'échelle 1-1. Donc c'est assez original et ça a été repris dans toutes les concessions. Et ça a tellement plu que du coup, ça a été repris à l'échelle mondiale et c'est déployé maintenant dans toutes les concessions Ducati dans le monde parce que c'est une façon extrêmement simple de pouvoir communiquer, pas télécharger une application. Il faut simplement visualiser. Alors, j'embraye et Nathalie, il faut me dire si je déborde sur le temps, n'hésitez pas à m'arrêter parce que je peux parler pendant des heures. Autre projet, très beau projet qu'on est en train. Alors celui-là, il est vraiment très 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 récent. Il a été lancé il y a quelques jours avec le Fonds national de la recherche. L'idée, alors vous avez pu essayer tout à l'heure en scannant un QR code, de voir une première prémisse d'expérience en réalité virtuelle, en réalité augmentée, pardon. Donc vous allez voir un rover dans l'espace, vous allez retrouver des cellules, des molécules, vous allez vous retrouver en final au milieu d'expériences scientifiques. On va vous expliquer la science d'une façon complètement différente, en étant parfaitement immergé dedans. Et donc, il y a une application cette fois-ci. Alors là, on va beaucoup plus loin au niveau du détail. Donc là, il faut créer une application. Vous allez vous faire entourer de cellules, même de cellules cancéreuses. Vous allez avoir un rover qui va rouler autour de vous, qui va aller prélever des échantillons de sol lunaire. Vous allez voir le fonctionnement d'un panneau solaire depuis l'intérieur, en vue macro, etc. Tout ça grâce à la réalité augmentée. Je vous invite vraiment à suivre la campagne. Vous allez voir, c'est sur tous les trams, en ville aussi. Ce week-end, vous pourrez voir, c'est vraiment très fun et très ludique comme expérience et comme approche qu'on a fait avec le FNR. C'est déjà la deuxième édition qu'on fait. Donc, je vous invite vraiment à tester. Et évidemment, alors, on travaille avec Schroeder et Associés, qui est notre partenaire privilégié dans le domaine de la construction, pour son côté innovant. Et on a décidé de travailler sur de la réalité augmentée pour visualiser un bâtiment. Alors, ça, c'est des choses qu'on a déjà pu voir, mais à ce niveau-là, c'était de synchroniser les données BIM directement avec de la réalité augmentée et d'avoir un haut niveau de détail de réalisation, de pouvoir voir jusqu'à la chaise dans le bureau et avoir une qualité de visualisation assez haute et réaliste et qu'on peut jouer depuis tablette, téléphone, etc. C'est aussi une application que je vous invite à télécharger si vous voulez découvrir l'expérience Schroeder Associé Augmented Reality. Alors, je vais continuer vraiment, Claude, n'hésite pas à m'arrêter. Je voulais, pour finir, je voulais vous partager comment est-ce qu'on peut faire une expérience en réalité augmentée ou quelles sont les clés et les secrets pour pouvoir en réaliser une. Alors, juste, je vais vous demander de reparticiper un petit peu et de me dire si vous connaissez ce film et quelle est la particularité de ce film. Comme ça. Vous avez dit. Toy Story, bon, voilà, tout le monde connaît. Alors, Toy Story, exactement, c'est exactement Pierre, c'est exactement ça. Benoît, exact.
On est sur le premier film réalisé, alors en image de... C'est vraiment le premier film en 3D. Avant ça, on parle de dessin animé, c'est-à-dire qu'on anime une succession d'images et on crée un dessin animé. Là, on est vraiment sur une scène où les personnages ont été créés en 3D, texturés, éclairés, puis on a une caméra qui va filmer image par image et générer un film en fonction. Donc, on parle en 3D. Donc, quand on parle en 3D, il y a encore deux nuances qui sont extrêmement importantes. Et pour pouvoir créer des expériences en réalité virtuelle, il faut bien les comprendre. Donc, qui peut me dire le film à gauche? Facile. Avatar, exact. Le film à droite, pardon, non, si je vous dis des bêtises, ça va pas le faire. Et à droite, on est sur Tomb Raider. Exactement. C'est un jeu vidéo. Exactement, Ricardo. On est sur un jeu vidéo. Donc, on pourrait se dire, les personnages sont en 3D. À gauche, Avatar a été fait en 3D. Lara Croft a été faite en 3D aussi. Pourtant, il y a une immense différence. C'est qu'à gauche, on va être sur un film, donc des images qui vont être précalculées et générées, et il y a une seule façon de vivre le film, c'est de le regarder. Par contre, un jeu vidéo, c'est différent. Lara Croft, elle peut, si vous voulez la faire foncer dans un mur, vous pouvez. Si vous voulez la faire tomber du puits, vous pouvez. Si vous voulez la faire grimper sur le temple, vous pouvez. Donc il y a une notion de temps réel. Donc c'est très très important. Un film, c'est pas en temps réel, c'est précalculé. Et un jeu vidéo, c'est en temps réel, je peux me balader partout. Par contre, il y a une immense différence entre les deux. C'est le niveau de détail. Vous voyez la jolie Lara Croft qu'on a pu voir avant, qui est à droite. Le niveau de détail est beaucoup plus réduit pour faire en sorte que quand je me déplace, ça soit fluide. Si les modèles 3D sont trop chargés et que ce n'est pas fluide, l'expérience va laguer. Et imaginez, si je vous le mets en réalité virtuelle, si vous avez un petit peu de latence dans votre casque, il va se passer un phénomène qui est catastrophique en réalité virtuelle, c'est que vous allez avoir un sentiment de nausée. Et si vous commencez à être malade en réalité virtuelle, toute l'expérience est ratée. Donc c'est pour ça, et là-dessus, si vous pensez et si vous voulez créer des expériences en réalité virtuelle ou réalité augmentée, pensez à l'optimisation de vos modèles 3D. Si vous skippez cette étape-là, votre expérience est foutue d'avance. Et si on met un casque et qu'on tombe malade, c'est comme si on va au restaurant et qu'on tombe malade, c'est peut-être les produits n'étaient pas frais, il y avait peut-être quelque chose, un petit problème dans la cuisine. C'est exactement pareil en réalité virtuelle. Et c'est pas parce que des grands studios ont créé des expériences que ça va être forcément synonyme de qualité. Il faut tout simplement penser optimisation, j'insiste beaucoup là-dessus. Et donc, vous pouvez voir évidemment que Lara Croft, elle, est beaucoup plus détaillée parce que c'est moins grave. On va calculer des images, on va les envoyer à des fermes de rendu qui vont générer ces images-là. Et donc on n'a pas ce problème de temps réel. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, on peut créer des expériences virtuelles et comment je peux créer des modèles 3D? Alors, bon, si on était tous dans une salle, imaginez tous, on serait tous dans une salle, on voudrait la recréer en 3D. Deux options, je prends des plans, un graphiste 3D, un ou une graphiste 3D qui va recréer l'environnement, le texturer, l'optimiser pour que ce soit compatible pour la réalité augmentée et réalité virtuelle. Et après, je peux me balader. Donc, je peux m'interagir, ouvrir la porte, interagir avec une VMC, faire de la maintenance, etc. Pas de problème avec ça. Il y a d'autres solutions. Il y a des scans 3D aussi qui existent. Je pourrais très bien scanner un environnement et avoir un nuage de points. Ce nuage de points, je peux l'exploiter, je le convertis en modèle 3D et je le rends léger et j'arrive à vivre mon expérience. Sur la droite, vous voyez un iPhone. Alors, je n'ai pas mis un iPhone par hasard. C'est que sur le tout dernier iPhone, le 12 Pro, il y a vous voyez, il y a un petit sensor en dessous qui lui permet d'avoir un scanner 3D. En fait, avec votre smartphone, alors n'attendez pas non plus un laser incroyable en termes de rendu, mais vous pouvez déjà scanner l'environnement, avoir au moins une idée des volumes et même scanner certains objets avec un niveau de précision assez sympa pour pouvoir se projeter et avoir une première expérience. La chose la plus efficiente en termes de coût, si on veut se projeter, alors les puristes me diront là, les caméras 360 degrés ne sont pas des modèles 3D, je le sais, mais c'est juste pour vous dire, si jamais vous voulez faire une visite, montrer votre atelier, montrer votre usine, faire découvrir à différents endroits des choses, des hotspots intéressants, la caméra 360 degrés, c'est très intéressant. Ça coûte pas cher.
Alors, c'est sûr que si vous prenez le gimbal avec 16 GoPro, bah, ça coûte une fortune. Mais si vous prenez maintenant, il y a des caméras très sympas qui ont un niveau de qualité assez élevé en 4K pour 300-400 euros, vous pourrez déjà avoir une expérience 360 degrés que vous pouvez mettre en réalité virtuelle, regardez. Par contre, le problème, c'est qu'on ne peut pas se déplacer dans cet environnement-là. Donc, je ne dis pas qu'il y a une technologie qui est bien ou pas, c'est juste qu'il y en a une qui est adaptée à un usage ou pas. Autre point que j'ai pu voir, et ça c'est plus un conseil que je vais vous donner, c'est qu'en réalité virtuelle, on se dit oh, c'est génial, je peux tout faire. C'est vrai qu'on peut tout faire, il y a peu de limites. Par contre, la limite, j'aime bien la mettre au niveau de la conception. C'est sûr que quand je mets mon casque virtuel, je vois mes mains. Bah, comme vous le voyez sur ces images-là, il y a plein de boutons, je peux cliquer, etc. Évitez de faire ça. Évitez vraiment de faire ça, parce que n'oubliez pas que la personne à qui vous allez mettre un casque, dans 90% des cas, n'a jamais mis un casque sur la tête. Donc déjà, c'est déjà une révolution de mettre un casque sur la tête. Ce à quoi il faut faire attention quand vous vivez une expérience en réalité virtuelle, vous allez avoir deux manettes. Évidemment, je l'ai rangé. Vous allez avoir une manette avec une gâchette et c'est les seules interactions que je vous recommanderais d'avoir, c'est de voir vos mains en réalité virtuelle et de cliquer sur une gâchette pour attraper des objets ou appuyer sur des boutons, mais pas commencer à mettre des boutons dans tous les sens parce qu'on se dit, ouais, c'est trop, on est en 2021, on peut faire des scènes futuristiques. Je conseillerais vraiment d'éviter ça pour que ce soit l'expérience la plus naturelle possible. Et c'est ce qui m'amène à ma dernière slide, qui est la user experience. Alors, on entend toujours ce terme. Moi, j'aime bien résumer le user experience en disant, je donne ça à ma grand-mère, elle arrive à s'en servir. Elle arrive à comprendre comment ça marche sans que je lui donne 15 000 explications. Si elle arrive à s'en servir, c'est qu'on a bien fait le travail derrière. Mais il faut faire très attention sur cette partie user experience parce que, je vais vous dire, si vous voulez faire un site web, une application mobile, vous êtes quasiment sûr que tout le monde va au moins cliquer à un endroit sur l'écran. Vous êtes sûr qu'ils ne vont pas commencer à cliquer à droite, à gauche. On est au moins sûr de rester dans cette zone-là. En réalité virtuelle, attention, parce que si vous faites une expérience virtuelle, il faut penser toute l'expérience de l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, vous pouvez très bien lui faire une animation à gauche et rien ne l'empêche de regarder à droite. Donc il faut être sûr qu'il regarde à gauche. Donc c'est ce genre d'expérience où on va laisser une grande liberté au joueur parce qu'il va se retrouver dans un monde, mais il faut aussi pouvoir le guider. Et tout ça, ça passe par une grande étape de conception qu'il ne faut surtout pas négliger. Il y a des projets, pour vous dire, il y a même des projets où la conception a même pris plus de temps que la partie développement. Le développement, c'est entre guillemets, c'est facile. Si c'est bien conçu, on peut aller très très vite. Mais voilà, vraiment, s'il y a une chose à ne surtout pas et ne jamais négliger en réalité virtuelle, c'est la partie user experience. Et je crois que je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais trop déborder sur le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, d'ailleurs, déjà, merci Mathieu. Donc, c'était très intéressant. Et effectivement, on a une question, et moi aussi, j'ai l'une ou l'autre. Alors, il y a Ricardo Motta, je vais la partager. Non, je ne peux pas la partager. Sa question est quel est le temps moyen de préparation mise en œuvre d'un projet de réalité virtuelle? Et donc, tu nous as parlé de cet exemple de la Covid-19. Ouais. Donc voilà, pour donner une idée. Alors, ça peut être très rapide. On a fait des projets de formation, ça peut osciller, parce que généralement, on va travailler avec un expert du domaine. On va essayer de créer des scénarios, donc on va conceptualiser le scénario. On travaille jamais, on n'aborde pas la partie technique. La partie technique, c'est notre métier, on doit savoir comment faire. Ce qui est très intéressant et primordial d'avoir, c'est des échanges sur les scénarios. Avec un client, on doit se mettre d'accord sur un scénario. Quels sont les scénarios, quels sont les aboutissements, quelles sont les finalités. Et en fonction de ça, on peut définir si un projet va prendre 1 mois, 2 mois, ou même des plus grands projets qui ont pris entre 6 mois et 1 an. Ça va dépendre vraiment de la complexité du scénario. Si on est sur des scénarios simples, ça peut aller très très vite. En 1 ou 2 mois, on peut créer des modules. On peut parfaitement créer des modules en réalité virtuelle, sans problème. D'accord. Et donc, quand je vois ça, tu nous as montré aussi l'exemple d'Avatar. Tu nous as parlé de la caméra, ou au moins pour ne pas tomber malade, il faut qu'on ait une très bonne résolution. Alors au niveau
puissance de calcul, bon, Avatar, je peux tout calculer en avance et après, bon, voilà, j'enregistre, pas besoin de puissance de calcul quand on regarde le film. Mais quand j'ai quand même un monde interactif, à mon avis, bon, voilà, il faut quand même une certaine... Oui, c'est différent. Donc peut-être tu peux rajouter là des commentaires. Malheureusement, on est tributaire d'une technologie. La technologie, c'est le casque de réalité virtuelle. Donc, il a sa propre carte graphique, il a son propre processeur. Et tout à l'heure, j'ai parlé de grands studios qui ont fait des expériences en réalité virtuelle. Ils ont fait des jeux vidéo, experts et des pointures mondiales dans le domaine du jeu vidéo. Et ils se sont dit, bah, le jeu vidéo qu'on a fait, qui tourne très bien sur une console, on va le mettre sur un casque de réalité virtuelle. Mais bon, la puissance d'un casque de réalité virtuelle n'est pas la même que celle d'une console ou d'un ordinateur. Et donc, problème de fluidité, et comme j'ai dit tout à l'heure, problème de fluidité, problème de nausée. Et si vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où... Et ça va commencer à être problématique. Parce qu'avant, en 2017, quand j'arrivais avec mon casque, on disait ah, c'est cool, on peut essayer, on faisait des démos, c'était vraiment sympa. Maintenant, j'arrive à des phases où les gens me disent ah non, non, j'ai eu des nausées, je me sens pas bien, etc. Parce que tout simplement, vous avez essayé une expérience dans un roller coaster où ça bouge dans tous les sens, ou dans une voiture qui roule à 300, qui fait des tonneaux, etc. Donc il y a des choses à éviter, vraiment. Et nous, on a un guideline de 29 étapes lorsqu'on fait une expérience où on ne doit, si une de ces étapes est skippée, bon, là, on recommence tout le process. Parce que avoir une nausée, pour vous donner, dans le domaine médical, on a formé des centaines, voire des milliers de personnes qui n'avaient pas d'expérience dans le domaine de réalité virtuelle. Bah, l'idée, c'était bien sûr de ne pas avoir ce problème. Et il fallait que ce soit le plus simple d'utilisation. Donc, on s'adapte par rapport aux technologies. Et le gros avantage, c'est que les casques augmentent en puissance en même temps que les ordinateurs. Donc, les expériences vont être de plus en plus réalistes, de plus en plus belles. Quand je me souviens des tout premiers casques qu'on a pu utiliser, c'était un peu problématique. Mais là, maintenant, ça va que en s'améliorant. D'accord. Donc je suppose que là aussi des casques de réalité augmentée sont plus simples d'utilisation parce que bon, on voit à travers, donc ce problème de nausée se pose moins. Mais bon, il y a d'autres réglementations. Donc encore deux questions et puis on arrête quand même pour passer au prochain sujet. Donc il y a Benoît l'Espagnol. Bon, quel ordre de grandeur pour un projet réalité virtuelle? Bon, voilà, je crois que ça dépend de ce qu'on veut avoir, mais à partir de quel montant on peut s'attendre à faire un projet plus ou moins correct pour qu'on ne tombe pas tous tout de suite malade, etc. Ouais, ça je comprends. Alors en fait, je peux déjà dire un ordre de grandeur en dessous duquel ça va être très très difficile de démarrer une expérience en réalité virtuelle ou réalité augmentée, parce qu'il y a quand même un process pour mettre en place. En dessous de 5 000 euros, ça va être assez compliqué de démarrer une expérience. Après, en fonction du scénario, en fonction de l'expérience, si on doit faire apparaître un modèle 3D, comme on a pu le voir pour la Ducati, un modèle 3D, je tourne autour, j'ai quelques informations, ça c'est des projets, ça va très vite à faire. Ça, en matière de quelques semaines, on peut le faire. En plus, s'il y a déjà des modèles existants, on peut très bien s'adapter à l'existant, on l'optimise, on l'intègre, ça va assez vite. Après, voilà, s'il faut commencer à faire des scénarios de maintenance, Benoît, tu poses la question, c'est que si par exemple je dois pouvoir ouvrir le carter d'une chaudière et pouvoir changer des bougies ou ce genre de choses, voilà, là on arrive sur des scénarios qui sont un peu plus complexes et là c'est ce qui va impacter aussi en termes de coûts. Mais pour vous donner alors ça va être une fourchette très large qui va faire rigoler beaucoup de personnes, mais c'est le cas, c'est on peut situer pour un projet de formation entre 5 et 50 000 euros. C'est les budgets dans lesquels on essaie d'osciller. Parce que aussi, il y a une réalité économique en termes de coûts. Il faut pouvoir amortir un projet de formation à quelques euros par utilisateur. Donc il y a, dépendant du passage ou du nombre de personnes, on essaie toujours de guider aussi dans ces problématiques. Et moi, j'ai une question à moi. Quand tu as montré l'exemple de la formation au feu, oui. Donc les gens sont dans une salle, ils commencent à courir à gauche, à droite. Comment ça se présente avec un casque? Donc, bon, on peut pas faire une formation du feu dans un bâtiment complet. Je crois que ça va être très dangereux. Donc c'est un peu limité, je pense. C'est une excellente question qui mène à une réflexion assez poussée derrière, en fait. C'est que
si tu veux faire de la formation en masse, quand je prends mon casque, relie un ordinateur et que je peux me déplacer, bah, le problème, dès que je peux me déplacer, ça limite la formation en masse. Parce que du coup, il faut un espace incroyable, il faut les ordinateurs, etc. Ça prend beaucoup de place. Là, l'approche, c'était une approche plus de travailler avec des casques plus simples, mais qui permettent de mettre 20, 30 personnes dans la même salle. Alors, c'était l'époque, juste avant, à une époque où on arrivait encore à être 30 dans une salle. Et voilà, je mets mon casque et je suis assis. Parce qu'il y a aussi un problème, alors je n'en ai pas parlé, il y a un problème de sécurité. C'est que derrière, notre job à nous, c'est de vous faire croire que ce que vous voyez, c'est la réalité. Mais le problème, c'est qu'à un moment, vous allez tellement croire que c'est la réalité, c'est que vous allez vous déconnecter de la réalité. Et pour vous dire, j'ai un exemple malheureusement très concret qui nous a servi de leçon, et c'était au tout début de la société, donc autant vous dire que j'avais les gouttes de transpiration au moment où c'est arrivé. C'est qu'on était en train de présenter un module, et une personne était en train de l'essayer. Quelque chose d'assez simple, il fallait attraper un objet sur une table. Sauf que la personne était plus petite que nous, il faisait 1m62, et cette personne a dû s'appuyer sur la table pour aller chercher l'objet. Le problème, c'est que la table n'existait pas, c'était une table virtuelle. Donc, elle était tellement immergée qu'en s'appuyant sur une table virtuelle, et là, ça a été une chute. Alors, heureusement qu'il n'a pas engendré de grande gravité, mais ça aurait pu être grave. Donc, c'est pour ça, tout ce qui est formation en masse, je recommande toujours, mettez-vous assis avec un formateur qui va tourner autour, échanger, etc. Mais toujours assis pour un point de vue sécurité. Très bien. Écoute, bon, il y a encore deux questions de Lionel qui sont aussi très intéressantes, mais je crois que là, on a quand même un peu dépassé le temps et Monsieur Orlewski l'attend aussi. Comme j'ai dit, donc s'il y a des questions après, on peut contacter les intervenants et du coup se prendre le temps aussi de répondre à ces questions. Merci pour la présentation. Merci à tous ceux qui ont participé aussi. Merci. Ouais. Et donc là, je vais passer la parole à Monsieur Orlewski, donc de Goodyear. Il est Open Innovation Manager chez Goodyear depuis 2017, si je me trompe, au moins dans cette fonction-là. Oui. Voilà. Et donc lui, il va nous parler de lunettes, j'appelle lunettes connectées, qui ont été implémentées récemment. Et ça me semble aussi une application très intéressante. Et surtout, bon, on a vu après par Mathieu les applications pour des hôpitaux, voilà, dans le film. Donc ici, on est un peu plus dans la technologie, ou peut-être un peu plus proche encore. Pour des applications artisanat, avant que peut-être tout se répand un peu plus, ou devient de plus en plus accessible. Donc, Monsieur Orlewski, merci d'avoir attendu, et voilà, plaisir de voir votre présentation. Merci beaucoup pour votre intro. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Pierre Orlewski, je suis responsable de Open Innovation dans le domaine qui s'appelle Innovation Beyond Tires au Goodyear à Colmar-Berg. Et je vais vous parler d'une technologie qui n'est ni VR ni AR, c'est juste une technologie très ingénieuse de communication rapide et quasi personnelle qui nous a énormément, je répète, énormément aidé pendant la période récente de lockdown successifs de nos opérations, surtout opérations de type manufacturing suite à Covid. Donc, ce que je veux bien commencer, c'est pour vous montrer un petit film, malheureusement en anglais, qui fait part de l'avis de nos directeurs globaux sur l'utilisation. Nathalie, est-ce que vous pourriez lancer le film, s'il vous plaît? Merci. We make a very complex and high-performing product in roughly 30 factories around the world. From consumer applications to commercial medium radial truck to aircraft and off-road tires. The mission of our organization is to support our factories first and to make sure that when they have challenges that are going on, to be able to provide on-time, real-time support. Some of the challenges we were trying to solve, especially as we were heading into the pandemic, is travel takes a lot out of our engineers. Being a global company, it's a tremendous footprint. Collaboration is critical. The mode of getting projects done was having engineers travel to the project sites and have people on the ground to execute the projects. I was always in person to solve a problem, always. I thought that you had to meet in person with someone else in the process development center, or I had to travel to one of my plants or to a vendor to get anything done. We're talking days to months of travel.
le film. And then the pandemic hit and we had to adapt. Teams and RealWare has been the way we've been able to get almost all of our projects done. That's a dramatic shift for our organization. It allows our engineers to be able to see the issues and the opportunities firsthand, remotely. If a machine breaks and I don't know how to fix it and my person of expertise is remote somewhere, I can now use RealWare within minutes to get online with them and to show them what I'm seeing. I'm going to have you wire the sensor into Point.io slot 5. With just a small couple of voice commands, you can interact with your associates, capture video, take pictures, add them into the chat. It's a very seamless and easy experience and really optimizes how we can work and collaborate. We now have teams working as what we call as a TRIX cart, Teams Remote Installation, Commissioning, and Support System. We often have machines where while it's running, you can't be inside of the machine, but with the TRIX cart can film all of that footage, while I'm outside of the fence with the RealWare headset showing just a different view. When I think about the benefit of the combination of the RealWare headset with Microsoft Teams, it's really two very simple things. The time savings and cost savings in travel. The immediate ability to be online and see an engineer in a remote location and to provide help right now. All right, I'm going to actuate it manually now, and we're a little under 2 bar. Yeah, I can see. So we're going to turn the pressure up to 3 bar. For a major equipment downtime, it's days faster, and for travel costs, thousands and thousands of dollars less. Per person per trip, $10,000 internationally easily. I think the future is going to be so much more flexible, and I think that'll create just a better work environment for the employee that's happier because they have that work-life balance. Honestly, I see Teams and RealWare becoming the way that we train people to produce the products for today and into the future. Oui, monsieur Orlewski. Non, tout s'est bien passé. Ok, on a tous vu le film. Donc, je suis désolé parce que je n'ai rien vu sur mon ordinateur. Oui, non, on a pu voir le film, pas de problème. Ok, alors venons alors à la présentation de l'équipement. En fait, c'est une espèce de headset, c'est un casque, c'est pas le Smart Glasses qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Probablement 80 types. Chaque 2 mois, il y a un autre type qui arrive. C'est un headset que vous mettez sur vos têtes et grand avantage de ça, d'abord, c'est pour les gens du métier de production que c'est compatible avec tous les équipements individuels de protection, comme lunettes, comme le casque, comme protège-oreille et similaire. Et dans ce headset, qu'est-ce qu'il y a? Bon, d'abord, il y a une caméra à très haute résolution munie de sa propre illumination, c'est que vous voyez juste à côté du casque. Il y a le module de communication à distance qui fonctionne avec VLAN, Wi-Fi ou 3, 4, 5G. Il y a un capteur de mouvement qui capture le mouvement de tête. Et il y a aussi le tout petit moniteur qui dans cette setup, vous avez en dessous de votre l'œil droit. Il est vraiment très petit, mais vu à sa proximité à l'œil, c'est préférable d'avoir ça sous l'œil directeur, by the way. Vous pouvez lire toute l'information sur le moniteur comme sur l'écran de votre bureau. Et il y a plusieurs microphones en nombre au moins de 6 qui permet de faire la suppression dynamique de bruit. Autrement dit, c'est comme dans le système d'écoute Hi-Fi haute qualité, etc., que vous prenez dans vos avions, que principalement tous les bruits externes sont coupés. Passons au slide suivant. Quelles sont les fonctions? Donc d'abord, c'est la fonction de communication. Et ça vous donne aux alentours de 3 à 4 heures d'autonomie de point de vue d'énergie. Si on a besoin de plus, le Power Bank, Energy Power Bank fait affaire, il peut être directement connecté. Un truc très très intéressant, très pratique et très bien fait. Tout cet équipement n'a pas de clavier, il y a juste un bouton on-off. Il est entièrement guidé par la guidance vocale. Et à l'heure actuelle, il y a 8 langues qui sont programmées. Moi, j'utilisais surtout l'anglais et ça marche parfaitement bien.
Et bon, bien évidemment, il y a une petite période d'apprentissage pour apprendre le minimum de lexique à utiliser, les mots à prononcer, mais c'est super naturel. C'est après 1 heure de training, vous vous débrouillez très très bien. Comme j'ai déjà dit, atténuation de bruit de fond, son propre source d'éclairage de scène, plus la possibilité de soit recevoir, soit envoyer les images que vous capturez ou quelqu'un qui vous suit vous envoie sur l'écran. Et aussi, ce qui est très important c'est le standard industriel IP66. Ça veut dire que c'est vraiment validé pour application industrielle, exposition à l'humidité, même à la pluie, et même le petit drop test de 1,5 m. Donc, c'est parfaitement suitable à application dans les ateliers, dans les usines ou dehors. Maintenant, à quoi ça sert? Le plus important. Nous, on appelle ce système remote mentoring. Plusieurs fois, sans doute, vous avez été confronté à la situation où vous êtes devant un équipement qui ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à vous débrouiller. Ce qui vous reste, c'est appeler un expert ou au moins utilisateur plus avéré que vous, essayer de vous dépanner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ces experts maison, il est à la maison, ou il est en congé, ou c'est la 3e chiffre de nuit, donc il est dans son lit, ou encore pire, si lui-même il n'arrive pas à vous conseiller, et en fait c'est seulement les conseils proliférés directement par producteurs d'équipements qui peuvent vous aider. Et voilà, on y est là. Vous mettez le casque sur la tête, vous allez devant la machine, vous appelez le expert ou le mentor, et à ce moment-là, vous commencez à broadcaster les images en continu et il voit exactement ce que vous voyez. C'est pour ça, de façon assez Spiegel, notre Chief Technology Officer a appelé cet équipement « tablet on your head », parce que c'est ce qui est en vérité, c'est le tablet sur votre tête. Okay? Donc, le système, il est très simple, il est d'une simplicité déconcertante pour utilisation. Maintenant, pour communication, nous avons avec un software de communication dédié, développé par un startup allemand qui a beaucoup de fonctionnalités qui sont pas vraiment nécessaires pour le 80% des utilisateurs, mais après que nous avons commencé à tester ces équipements, voilà, la société RealWare, c'est une petite société américaine, a signé le partenariat avec Microsoft. Et ici, madame et monsieur, c'est le clou des programmes. Le software de communication de base est gratuit, puisque l'équipement, il est parfaitement compatible avec MS Teams. Okay? Donc, en se servant que de MS Teams, vous avez les fonctionnalités de base comme appeler quelqu'un, prise de contact, envoi ou partage des fichiers. Ce qui manque, c'est un peu la possibilité un peu plus automatique de faire l'annotation d'images à les renvoyer. Où ça peut, dans quelle situation ça peut servir. Par exemple, Claude, il est devant un équipement qui ne fonctionne pas, et il porte ses casques, il prend une photo d'un panneau de contrôle, il ne sait pas quel interrupteur il faut changer, etc. Il m'envoie, je suis bien au chaud, au calme dans mon bureau, je reçois cette image avec les fonctions graphiques très simples, je peux entourer d'un cercle interrupteur qu'il faut échanger et l'envoyer ça à Claude qui verra alors ça dans ce petit écran en dessous de l'œil. Okay? Donc c'est vraiment très naturel, très facile à utiliser et on n'a pas besoin de passer la nuit à lire les manuels d'utilisation pour comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, voilà, comment ça s'est passé pour vous dire. Donc, avant de prendre la décision de déploiement global, en ce moment-ci, il y a au moins 70 headsets qui étaient achetés par Goodyear, déployés à travers le monde, surtout dans notre usine de pneus, usine de traitement de matériaux, etc.
Alors, avant ceci, nous avons lancé un projet pilote où il y avait 6 groupes thématiques, c'est-à-dire chaque groupe travaillait sur un autre aspect, une autre spécificité de travail. Ils ont testé ça par rapport à leur travail, mais aussi pour l'Evergreen, c'est comme est-ce que c'est suffisamment confortable pour porter, ou est-ce que vraiment on peut mettre les lunettes de protection quand on a besoin de descendre dans l'usine. Donc c'est confortable pour quelques heures dans version de base. Si c'est nécessaire de travailler, passer toute la journée, il y a solution qui va rendre ça encore plus confortable. Il y a une espèce de holder en option qu'on peut acheter, donc ça va presser moins la tête, mais pour 2-3 heures par jour, c'est que vous avez dans le kit, c'est déjà très bien. Donc, le commande vocale, ça fonctionne très bien. Et c'était testé en quelques langues, donc pas seulement en anglais. Le plus important, c'est très facile à commencer à travailler. C'est très agréable. Donc Customer Interface, il est vraiment bien fait. Et, le champ de vue des caméras pour transmettre l'image, il est suffisamment large pour montrer une scène que vous allez partager avec 1, 2 ou 3 personnes qui vont vous suivre à partir de leurs ordinateurs. Et ça filtre très bien le bruit. C'est que nous avons trouvé que l'autonomie est un peu, dans certaines situations, un peu courte. C'est en dessous des 4 heures pour énergie. Donc, mais ça peut être solutionné par, comme je dis, data bank que vous mettez dans votre poche sur la poitrine et vous connectez directement par fil au casque, parce que là, il y a une prise prévue. Le Dynamic Focus Range, donc le focus dynamique n'est pas si bon et n'est pas immédiat. Immédiat dans le sens que si vous bougez très rapidement la tête, ça ne va pas suivre sur l'écran. Il faut s'habituer à porter ça d'une manière que vous changez orientation de votre tête de façon beaucoup plus lente. Sinon, l'image ou le film, en fait, il sera saccadé, surtout à cause de vitesse de transmission par Internet, pareil. Okay. Et donc, c'est pas un truc pour utiliser si vous voulez faire votre jogging et montrer par où vous passez. Okay. Aussi, la résolution du caméra, il est un peu en dessous à ce que nous sommes habitués avec disons, les appareils pour les téléphones portables aujourd'hui de classe moyenne supérieure. Il manque un peu de résolution. Okay. Ce qui est aussi très bien dans les cas d'utilisation multiple, par les plusieurs utilisations, surtout dans la situation pandémique, que c'est très facile à nettoyer et à sanitiser. Nous, on a trouvé sur Internet le petit wipes, le petit tissu imbibé d'une solution bactériostatique qu'on utilise, que chaque usager utilise après utiliser le casque avant qu'on le remet sur station de chargement. Okay. Et, comme j'ai déjà mentionné, pour usage prolongé, il faudrait acheter un autre type de head strap, de attache-tête qui répartit mieux le poids, parce que ça pèse quelque chose, il faut le dire. Et il y a un de plusieurs utilisateurs pilotes qui disait qu'il a eu le problème avec que ses yeux étaient fatigués après plusieurs heures d'utilisation. Et ceci est probablement à cause de bifurcation entre les images vues en face et le petit écran. C'est à peu près la même chose quand vous passez de lunettes de vision normale aux progressives. Ça prend un peu du temps à apprendre. D'abord, premier jour d'utilisation, on se sent un peu fatigué. Et
voilà, j'ai ajouté aussi quelques films dans la présentation que je ne vais pas vous montrer, où vous pouvez voir le fonctionnement par vous-même. Ce sont 2 films de RealWare, donc le producteur. Troisième, c'est le film de Honeywell qui, apparemment, Goodyear l'utilise assez massivement. Maintenant, cas d'utilisation, à quoi ça peut me servir? Ben, voilà, nous avons trouvé plusieurs cas d'utilisation. J'ai déjà mentionné tout le genre de troubleshooting où vous êtes planté devant la machine qui refuse de fonctionner et vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, pour vous guider. Quoi faire? Vous pouvez accéder à cette personne par les réseaux. Okay? Bien évidemment, pas de réseau, pas de RealWare. Ça, c'est une condition sine qua non. Ça, c'est un cas d'application dépannage tout genre. Deuxième cas d'application, par exemple, pendant la période de lockdown de Covid, Goodyear a dû aller chez le fournisseur en Allemagne pour réceptionner la machine qui était alors commandée il y a un moment. Normalement, la réception de telle machine, ça c'est un truc monstre qui a plusieurs mètres de longueur et coûte plusieurs millions de dollars. Donc normalement, il y a un comité de 8 personnes qui va sur place, qui fait la réception sur place. Mais bon, à cause des restrictions Covid, nous avons fait ça avec 2 personnes envoyées physiquement chez le vendeur, chez le producteur de machines, et entre 3 et 5 personnes qui suivaient, disons, ça de façon active à partir de leur ordinateur, car une des personnes qui est partie, bien évidemment, a emporté le RealWare avec eux. Ça, c'est le deuxième cas d'application. Troisième cas d'application, c'est le développement entre les sites lointains. Et nous avons fait une très bonne expérience où le designer, qui était assis à plusieurs milliers de kilomètres l'un de l'autre, ils ont pu vraiment avancer beaucoup plus vite au moment où un de ces designers a déjà présenté le prototype physique et l'autre, il a pu le voir par les yeux de son collègue et c'était vraiment un effet presque touch and feel. Okay? Donc, c'était beaucoup leur discussion et la définition, c'est quoi le next step, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit encore mieux, était beaucoup plus rapide que de façon standard où on s'envoie mutuellement le fichier 3D qu'il faut ouvrir, ça prend temps à ouvrir parce que c'est le fichier très lourd, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment la vitesse et convivialité dans le développement. Et un autre truc qui marchait très bien, c'est assez spécifique pour Goodyear. On a tout le know-how ici au GICL, une très forte équipe de gens des scientifiques, on appelle les compounders, les gens qui développent le nouveau type de mélange de gomme. Et tôt ou tard, un mélange sélectionné, il est choisi pour être industrialisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son processing, il va tout de suite passer d'une très petite volume dit de laboratoire ou le volume d'usine. Okay? Et nous avons eu le cas où il a fallu justement lancer l'industrialisation de nouveaux compounds, par ailleurs techniquement très difficile à processer, et ça devrait se passer dans notre usine en Slovénie. Normalement, c'est 3 personnes au niveau PhD qui devaient prendre l'avion d'ici, aller là pour 3-4 jours sur place et assister leurs collègues qui faisaient le processus ces gommes pour la première fois. Or, il n'y avait pas de voyage, tout était fermé, donc il y avait 3 personnes ici, 3 experts qui supportaient 2 personnes ou 3 personnes sur place, et une de ces personnes, il portait sur la tête le RealWare qui préalablement, bien évidemment, il était envoyé sur place. Ça fonctionnait très bien. Okay? Finalement, vous pouvez aussi faire le visite guidée
ou faire des démonstrations à vos clients. Et pour ça, vous n'avez besoin juste de lunettes et juste de Microsoft Teams et aucune préparation. Donc, vous pouvez inviter les clients chez vous, lui montrer vos installations, vos équipements de tests ou de production, ou montrer les premiers prototypes physiques de produits que vous êtes en train de prototyper. Voilà, c'est très simple et c'est bon marché. Et ça, le clou des programmes, c'est que, bon, maintenant, je ne sais pas où sont les prix, mais au moment où nous avons commencé à acheter, le prix unitaire, il était 1800 dollars américains, donc 1600 €. Et c'est one-shot payment. Vu que la majorité maintenant de professionnels utilisent Microsoft Office ou Teams est déjà dedans, donc le software est gratuit. Donc one-shot payment, 1600 €, peut-être 2200 si vous prenez quelques équipements auxiliaires, et c'est bon. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ben voilà, je pense que je parcours le sujet. Merci beaucoup de votre attention. S'il y a des questions. Oui, merci Monsieur Olawski, c'était très intéressant. Donc peut-être il n'y a pas de réalité virtuelle ou augmentée, mais je crois que c'est quand même un outil très intéressant et aussi abordable. Donc, vous l'appliquez, vous l'avez donné plein d'exemples où Goodyear les applique, et je pense aussi que pour l'artisanat, c'est une solution, voilà, comme je disais, abordable et aussi réaliste d'appliquer. Et je suis sûr qu'à un moment, il y a quand même un peu de réalité augmentée qui va être au fur et à mesure intégrée avec l'avancement de la technologie, réduction des coûts, etc. Alors, avant de passer aux questions, je veux quand même signaler que David Duquesne, notre troisième intervenant, ne s'est pas connecté au webinaire. On a essayé de le joindre tout au long du webinaire, mais sans succès. Donc ça, c'est bien sûr un peu dommage, mais je voulais quand même passer cette information avant de passer aux questions, au cas où il y a des gens qui attendent encore cette intervention-là. Donc, on a deux questions. Une très pratique de Monsieur Mota. Au niveau des langues, donc vous avez indiqué qu'il y a 8 langues. Et la question, est-ce que dans les 8 langues, il y a le portugais et l'italien? Je laisse de côté le luxembourgeois. Donc oui, luxembourgeois, je n'y compterai pas. Portugais s'y trouve. Oui. Mais pas pour raison de Portugal, mais pour raison de Brésil. Okay. Oui. Permettez-moi de dire, mais qui voudrait utiliser encore portugais avec piètre prestation de foot qu'ils ont fait hier soir? Ça, une question. Non, je réagis pas. C'est une blague pour provoquer. Ouais. Oui, non. Il y a portugais, je pense qu'il y a italien, il y a anglais, il y a français, il y a russe, chinois et japonais. Ok, très bien. Ça, c'est une question. Et puis, il y a une autre question de Lionel, de la valeur ajoutée de ces lunettes par rapport à l'application Teams. Alors, donc si j'ai bien compris, les lunettes, ils permettent en fait à l'utilisateur de garder les deux mains libres. Absolument, oui. Et c'est ça le grand avantage c'est l'avantage de ces lunettes. Juste petite histoire, quand ce projet pilote n'était pas encore acquis, j'ai eu l'occasion de parler à notre CTO qui rendait visite ici au Luxembourg, au GICL, et m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, oui, mais finalement, c'est quoi cette fonctionnalité? C'est comme se pendre un tablette sur la poitrine ou mettre téléphone communicant sur la tête. Moi, je dis, c'est exactement ça. Mais alors, pourquoi on devait faire? Moi, je dis, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un travailler sur la tablette avec la tête? Non, voilà, parce que c'est pas trop confortable, tu vois. Ouais. C'est exactement ça. Maintenant, Claude t'a dit qu'il n'y a pas de dimension virtuelle, réalité augmentée. Mais on peut l'avoir par utilisant un autre software que Teams. Okay?
Il y a ça avec une petite start-up en Allemagne, et encore mieux, il y a ça avec une start-up qui est au Luxembourg, qui propose le système de communication et d'exploitation qui est compatible avec RealWare, et là, vous pouvez faire au moins AR. Ok, très intéressant. Merci pour ces explications. Comme on a dépassé là quand même un peu notre temps de parole, j'ai profité, comme ça s'envisageait que M. Duquesne n'allait pas se connecter, donc j'ai laissé un peu plus de parole aux deux autres intervenants. Et je leur remercie beaucoup parce que c'était deux présentations très intéressantes. Donc, juste pour vous présenter ceci. Donc, encore une fois, un grand merci aux deux intervenants pour ces détails, pour ces présentations, pour ces interactions. Donc, pour notre audience, donc, rappel, donc, tout a été enregistré. Il y a les présentations qui vont être partagées. Surtout, n'hésitez pas aussi de contacter les deux intervenants en cas de questions. Et bien sûr aussi, n'hésitez pas à contacter Anne ou moi-même si vous avez des questions supplémentaires, sur les services de la Chambre des métiers, les Handwerk, ou aussi au niveau de Lux Innovation avec nos programmes Fit for Digital ou peut-être d'autres programmes qui peuvent vous aider à vous accompagner dans la mise en place de ces types de solutions pour bien sûr augmenter l'efficacité au sein de notre entreprise et aussi, je dirais, simplifier le travail des personnes. Voilà, merci beaucoup encore une fois à tous. Une bonne fin de journée et j'espère vous revoir en septembre pour notre prochain Club Innovation. Le sujet reste à définir. Donc voilà, bonne soirée, au revoir. Bonsoir, merci beaucoup.